Oh no. It is a means to summon us. Who are you? Explorers in the further regions of experience. Demons to some, angels to others. En 1987, l'auteur britannique Clive Barker réalise son premier film adapté d'une de ses nouvelles, Hellraiser, publié un an plus tôt. Il décide, suite au constat amer d'adaptation médiocre de ses œuvres par d'autres, de prendre définitivement en main le projet pour en livrer l'adaptation cinématographique la plus fidèle possible, car issue, de fait, du même imaginaire à l'origine de la mythologie qui s'y joue, le sien. Avant de pénétrer au cœur de cette dernière, et de quelques-uns de ses approfondissements, il convient d'en extraire des généralités visant à faire prendre la température des lieux aux néophytes. La diégèse dantesque de l'enfer d'Hellraiser témoigne d'une vision hyper sexualisée de l'existence, dont les monstres, et nous engageons donc dans les tréfonds du fantastique, tout en flirtant la lisière de la dark fantasy, suintent le sexe par tous les pores de leur peau, dérangent en cela qu'ils témoignent d'une ambiguïté sexuelle somme toute extrêmement malaisante, mêlant souffrance absolue et sexualité débridée, déviante mais ô combien fascinante. Dans Hellraiser, le pacte, Barker imagine les Cénobites, créatures garantes d'une dimension infernale ténébreuse, étriquée, où souffrance absolue et plaisir extrême ne font plus qu'un. Les portes de ces contrées sadomasochistes s'ouvrent grâce à un étrange cube finement sculpté, paré d'or, un casse-tête au mécanisme éminemment complexe. Celui-ci résolu par quelques hommes en quête de combler le manque terreau de leur désir de connaissance et de pouvoir, apparaissent quelque être étrange, des créatures contrôlant une horde de chaînes au bout desquelles pointent des crochets acérés qui se plantent dans la peau de ces imprudents, découvrant ainsi, selon leur désir finalement, la souffrance qui, poussée à son paroxysme, devient extase. Les Cénobites sont des monstres terrifiants, froids et cyniques, tout de cuir vêtus, démons semblant tout droit jaillir de l'obscurité abyssale de la cave d'un établissement proposant moult plaisirs interdits à ses hôtes. Ils portent les stigmates d'une souffrance sans fin et en jouissent pour l'éternité. L'un des prêtres de ce culte caché derrière les murs de notre réalité, surnommé par les adeptes de la saga Pinhead, monstre ultra charismatique qui à lui seul dévore le film de sa voix caverneuse, en est devenu le symbole, quand bien même il n'apparaît d'ailleurs que très rarement. Il est une victime du cube et de l'Hellraiser, il est blême, chauve, vêtu du même cuir que ses compagnons de fortune ou d'infortune, Barker ne tranche jamais à ce sujet. De son costume pendent des chaînes, sa tête est criblée de pointes, d'où son surnom. Il est un des maîtres et gardiens du désir et de la jouissance, en même temps que de la souffrance. Frank Cotton, un homme en quête de plaisir inconnu, fait l'acquisition d'une mystérieuse boîte. Il découvre un enfer rempli de souffrance et de plaisir. Il disparaît dès lors, happé par ce gouffre aux profondeurs inconnues. Plus tard, son frère vient emménager dans sa maison, accompagné de sa fille et de sa compagne. Pendant le déménagement, une simple coupure et des gouttes de sang sur le plancher réussiront à ramener Frank à la vie. Sous la forme d'un écorché, il va forcer sa belle-sœur, de son vivant secrètement et éperdument amoureuse de lui, à lui amener des victimes dans le but de se régénérer. Mais les diaboliques Cénobites, maîtres des souffrances de l'enfer, vont très vite se rendre compte de la fuite de Frank. Cette première découverte d'une partie de l'imaginaire de Barker sur grand écran est avant tout une vraie et puissante œuvre fantastique profondément anglaise. Le film, censé se dérouler aux États-Unis, ne peut définitivement pas tromper sur ses origines, autant graphiquement que thématiquement. Il est tourné en Grande-Bretagne, cela se voit, cela se sent. La photographie fait la part belle à la grisaille, témoignant d'un climat général morne, ennuyeux, et dont l'ouverture prochaine des portes de l'Hellraiser constituera paradoxalement une libération, menant peut-être vers la torture sans fin, pourquoi pas même vers le destin exceptionnel du Cénobite. Dans tous les cas, cela semble indéniablement préférable à une vie froide. Affichant et assumant pleinement et fièrement son héritage culturel anglo-saxon, Clive Barker fait cependant mouche en renouvelant une certaine posture du cinéma fantastique par une ambiance complètement inédite, particulièrement dérangeante, mêlant érotisme tordu,
questionnant le désir malade de ses protagonistes, autant féminins que masculins, trouvant une réponse, selon lui, nécessaire, dans une pratique extrême, mettant à l'épreuve les limites de son corps et de son âme. La relation de dépendance sexuelle qui se noue entre Frank, amas de chair purulente en recomposition, et la mère de l'héroïne, est à ce titre un somptueux moment de déviance qui n'a pas son pareil dans l'histoire de l'horreur et du fantastique. L'esthétique de Barker, ces monstres à base d'êtres humains ayant subi d'atroces et infinis sévices, les chairs martyrisées par des instruments de torture greffés à même leur propre corps meurtri, la rencontre finalement entre la chair et son autre le métal, rencontre sexuelle entre l'animé et l'inanimé, comme chez Cronenberg ou Tsukamoto, vêtu si possible de combinaisons de cuir ou de latex, est devenu une référence incontournable du cinéma de genre, dont l'identité est tellement forte qu'il est dès lors devenu impossible de jouer sur ce terrain, sous peine de se voir imposer une filiation avec l'auteur. Mais quelle filiation! Sur la base d'un triangle amoureux, somme toute classique, qui fait parfois virer le récit vers la comédie de boulevard morbide, Barker contemple, autopsie le couple et plus généralement l'instance familiale, comme nid à névrose et à déviance qui, dans un mouvement inverse de celui de Frank, pourrit lentement dans le quotidien et l'ennui, rongé par ses désirs refoulés les plus inavouables. Cette prison, dont les barreaux sont forgés dans la morale véhiculée par la société et la religion, Barker la fuit, propose de soigner le mal par le mal, ou tout du moins par ce que nous considérons comme étant l'autre du soi-disant bien, que l'on nous a inculqué et que nous avons intériorisé depuis notre enfance. L'Hellraiser est ce qui s'étend à perte de vue, hors de la caverne, pour faire un parallèle platonicien. Nous le parcourrons d'ailleurs avec Christie dans le second opus, et pourtant, dans une perspective quasi baudrillardienne, il s'illustre comme un autre système hors du système, ayant ses propres règles, comme une autre prison à l'extérieur de la prison. La référence à Piranesi et à ses geôles imaginaires infernales, pour produire les magnifiques matte paintings qui feront office de figuration de l'Hellraiser dans le second épisode, est à ce titre d'une cohérence thématique et graphique sans faille. Le monde des Cénobites est le chaos derrière l'ordre, mais un chaos qui, paradoxalement, n'en demeure pas moins ordonné à sa manière. Pinhead semble agir selon une raison, qui n'est certainement pas celle de la loi des hommes, quelque chose qui guide sa conduite et le jugement qu'il pose sur les conduites de ses victimes. Comme Zeus punissant Prométhée au supplice éternel pour lui avoir volé le feu qui éclaire le monde, Léviathan, dieu dominant le labyrinthe de l'Hellraiser, par la voix et la main implacable de Pinhead, punit les explorateurs en quête de connaissance absolue. Il leur offre finalement ce qu'ils recherchent et qui les consumera pour l'éternité, leur désir insatiable de pouvoir. Chez les Cénobites, il y a quelque chose de difficile à cerner. Ils soufflent tantôt le chaud des extravagances libertaires et jubilatoires du corps et du chaos qui bouillonne dans ses entrailles, tantôt le froid d'une organisation religieuse et politique fanatique. Rappelons à ce titre que le philosophe anglais Thomas Hobbes compare la créature biblique qui est à l'origine le Léviathan, dans son traité politique éponyme, à l'instance politique absolutiste qu'il préconise. Il est le monstre froid de l'organisation. Mais trêve de péroraisons philosophiques et théoriques légitimes, mais finalement secondaires, face au ressenti vertigineux que procure le visionnage de l'œuvre. En réalité, les idées, les concepts multiples que l'on peut invoquer pour produire une exégèse sur le travail de Barker n'ont nullement besoin de l'être. Ils sont avant tout et surtout contenus dans l'essence même des émotions profondément et puissamment viscérales suscitées par le film. Hellraiser le Pacte et sa suite Hellbound réalisée par Tony Randell témoignent d'un véritable souffle épique qui impose une exploration de son univers sans frontières clairement définies après le visionnage, entre les visionnages. Juste une petite graine semée dans l'imaginaire, consciencieusement arrosée, nourrie pour grandir, se développer dans une arborescence aux ramifications exponentielles.